À cette étape-ci de la formation, vous devez déjà avoir réalisé l'exercice 1. Au cours des prochaines minutes, nous effectuerons un corrigé de cet exercice en manipulant les fonctionnalités de QGIS dont vous aviez besoin pour réaliser l'ensemble de cet exercice. Mais auparavant, j'aimerais revenir brièvement sur quelques-unes des consignes qui vous ont été communiquées au départ de cet exercice. On vous a remis des consignes et des recommandations en introduction aux exercices QGIS. Alors, on va réviser ensemble quelques-unes de ces consignes et recommandations. D'abord, on vous indique que l'une des clés du succès de tout projet de cartographie à l'ordinateur consiste à bien organiser les dossiers et les fichiers. Et on vous fournit ici l'arborescence constituée pour l'exercice 1. On va revoir cette arborescence en détail. Donc, dans un premier temps, il y a le répertoire QGIS étudiant qui contient 2 sous-répertoires, exercice 1 et ressources. À l'intérieur d'exercice 1, on retrouve le répertoire originaux et ensuite projet 1. Alors, originaux, comme son nom l'indique, ce sont les fichiers qui nous ont été remis souvent par des collègues ou encore que l'on a téléchargés d'Internet. Et ce sont des versions que l'on ne va pas modifier, que l'on va préserver précieusement. Donc, dans Originaux, il y a Géo et Stats. Alors, au fond, ce sont ici des répertoires qui nous permettent d'enregistrer des fichiers de type géographique, par exemple les shapefiles. Ici, vous avez le Mali, les régions administratives au fond du Mali qui sont en format compressé et un petit document qui nous indique d'où provient le téléchargement. À l'intérieur de statistiques, alors on aurait des fichiers originaux qui ont servi à constituer les statistiques que l'on va tout à l'heure représenter à l'aide de notre logiciel QGIS. Le répertoire projet, lui, contient vraiment les fichiers de travail. Alors, il y aura des copies des fichiers que l'on vient de voir à l'intérieur, par exemple, du répertoire géographie. Cette fois-ci, on aura pris le temps de décompresser les fichiers. Vous avez ici 2 fichiers shapefile, le fichier Mali cercle shapefile et aussi Mali région que l'on va utiliser tout à l'heure. Et dans le répertoire statistique, la copie du fichier principal que l'on va utiliser pour faire les représentations en cartes thématiques. Il y a également le répertoire archive qui peut servir à regrouper les fichiers dont on n'aurait plus besoin en cours de processus. Alors, différentes étapes de version de travail pourraient s'y retrouver. Et ça vous permet donc de faire un ménage et garder vos répertoires bien propres. Il y a également le répertoire produit qui, lui, va nous servir à loger les cartes produites prêtes à imprimer ou encore en version image. Voilà pour la structure des principaux fichiers que l'on va utiliser tout à l'heure. Quant au répertoire ressources, alors celui-ci contient d'abord une documentation sur le logiciel QGIS, version 2.8. Alors, c'était la dernière version disponible au moment de la préparation de cet atelier. J'ai simplement téléchargé le document à l'aide d'un navigateur web et je l'ai inscrit ici. Ça vous fait une référence. Même chose pour d'autres documents que l'on a vus tout à l'heure lors de la session portant sur les systèmes d'information géographique. Alors, vous les avez ici à l'écran. J'ai également préparé quelques fichiers provenant du Global Area Administrative site. Alors, vous avez ici quelques pays d'Afrique pour lesquels on avait déjà effectué des téléchargements précédemment et la référence à nouveau concernant le site web en question se trouve ici. Au fond, tout cela provient de ce site du Global Administrative Area, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, et ce sont des collègues de l'Université de Californie ici qui ont préparé un projet là, concernant l'ensemble des limites administratives mondiales, alors pour tous les pays du monde.
Et c'est très facile d'effectuer divers téléchargements à l'intérieur de ce système-là. Et ça peut vous dépanner si vous n'avez pas, par exemple, aucun fichier cartographique concernant la région du monde qui vous intéresse. Ensuite, il y a une structure vide. Au fond, c'est une arborescence de répertoire que vous pouvez utiliser pour vos propres projets personnels à la fin du cours, si vous le voulez. Construire vos propres cartes, vous pourrez utiliser ce répertoire et le renommer, l'installer sur votre disque rigide ou une clé USB et vous aurez déjà l'arborescence telle que l'on la suggère au départ. Donc voilà pour l'arborescence des fichiers. Au fond, il y a 3 grandes recommandations que l'on peut vous faire au moment où vous débutez à créer vos projets de cartographie numérique. Alors d'abord, comme on vient de le voir, il faut nécessairement préserver les fichiers originaux et utiliser des versions de travail. Deuxièmement, on vous recommande d'utiliser une suite numérique dans le nom des fichiers pour marquer le passage d'une version à une autre. Alors cela est valide à la fois pour les projets QGIS, donc le nom des fichiers projets comme tel, tout comme pour les différents fichiers sources que vous pourriez utiliser, à la fois les statistiques ou les fichiers géographiques. Alors, dès que vous effectuez une modification à l'intérieur du logiciel QGIS, on vous recommande de sauvegarder les différentes versions de travail en utilisant une incrémentation de cette suite numérique à l'intérieur du nom de fichier. C'est également une bonne façon de faire de ne pas utiliser de caractères accentués ou encore d'espace à même les noms de fichiers, tout comme à même les noms des variables qui sont utilisés. Et généralement, on vous recommande d'utiliser des noms qui sont significatifs et qui sont courts à nouveau à la fois pour les variables et les noms de fichiers. Enfin, on vous recommande également de présenter vos fichiers à même l'explorateur Windows en format détaillé, ce qui vous permet de voir les dates de modification et les noms de fichiers complets. Également, si vous ne voyez pas les extensions de fichiers à votre écran, alors ici dans le système Windows 7, on a la possibilité de gérer l'option des dossiers et des recherches. Alors, à l'intérieur de l'affichage, comme vous pouvez le voir ici, il y a une option permettant d'afficher ou de masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Alors, si cette option-là est cochée à votre ordinateur, il se pourrait que vous ne voyez pas les extensions de fichiers. Et comme on l'a vu précédemment, les fichiers shapefile étant composés d'un ensemble de fichiers, eh bien, c'est souvent intéressant de voir les extensions et on le verra tout à l'heure lors de la démonstration. Le but de ce premier exercice est de créer une carte géographique thématique présentant un indicateur statistique simple à l'aide du logiciel QGIS. Alors, plus spécifiquement, vous apprendrez à joindre une table de données à un shapefile, à juxtaposer différents fichiers cartographiques, à symboliser des couches de polygones, puis à créer une carte thématique prête à imprimer ou à exporter en format image. Alors pour ce faire, on va utiliser un indicateur statistique qui est le ratio enfant-femme par cercle au Mali selon le recensement général de la population et de l'habitat en 2009. Alors au Mali, le recensement utilise une hiérarchie d'unités géographiques, un peu comme dans tous les recensements. Et là-bas, le premier niveau, si on veut, ce sont les régions, suivi d'un deuxième niveau que sont les cercles que l'on va utiliser dans le cadre de cet exercice-ci, et ensuite les arrondissements, puis les communes. Alors, ça fait un peu le pendant du système canadien que certains d'entre vous connaissent peut-être davantage, où on retrouve généralement les provinces, les territoires, suivis des divisions de recensement, puis des subdivisions de recensement, le niveau que l'on peut généralement assimiler au concept de municipalité. Quant à l'indicateur statistique d'un ratio enfant-femme, alors pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser ce type de données,
Au fond, il s'agit simplement d'un ratio composé du nombre d'enfants 0-4 ans au numérateur et des femmes 15 à 49 ans au dénominateur. Au fond, ce sont, règle générale, les femmes dites de l'âge fécond. On aurait pu utiliser d'autres types de ratio enfant-femme, alors qu'il en existe quelques autres et avec des particularités, mais on utilise celui qui est le plus général, si on peut dire, ou qui a une forme plutôt brute. Alors, le ratio enfant-femme, c'est une mesure indirecte de la natalité. En fait, l'évolution et la dynamique démographique s'intéressent généralement à trois grands paramètres. Alors, la natalité, les naissances, la mortalité, les décès et les flux migratoires. Donc évidemment, ces trois grands facteurs-là nous permettent d'en apprendre davantage sur les caractéristiques de la population d'un territoire donné et ceux-ci nous aident également à mieux saisir quel pourrait être l'impact de la structure de la population sur les conditions de vie économiques et sociales des résidents. Donc voilà pour cette brève introduction à ce concept démographique de ratio enfant-femme qui relève, comme on vient de l'indiquer, du grand paramètre qu'est la natalité dans les études démographiques. On vous mentionne également que les fichiers sont encodés au format UTF-8. Alors c'est une information importante et vous devrez spécifier ce type d'encodage à l'ouverture des fichiers. On va le voir tout à l'heure dans la démonstration. Et un dernier élément à souligner est le fait qu'on utilise ici la version 2.10.1 du logiciel QGIS Desktop. Et les concepteurs de ce logiciel-là utilisent toujours le nom d'une ville pour l'associer aux différentes versions. Alors dans le cas présent, c'est Pisa, donc la ville de Pise en Italie, et qui est entre autres bien connue pour sa célèbre tour penchée, vous vous en doutez bien. La version 2.10 a été diffusée le 26 juin 2015 et la version 2.10.1 le 20 juillet 2015, donc près d'un mois plus tard. Et donc, on utilise ici aujourd'hui la version 2.10.1 qui est la plus récente et qui est disponible sur le site en téléchargement gratuit. Lors de l'installation du logiciel QGIS, le système aura sans doute créé plus d'une icône sur votre bureau de travail. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a minimalement 5 icônes qui sont présentées à l'écran actuellement. Aujourd'hui, on va utiliser un seul de ces logiciels qui est QGIS Desktop 2.10.1. Alors, je vous invite dès maintenant à lancer ce logiciel si ce n'est pas déjà fait. Après avoir démarré le logiciel QGIS, vous devriez obtenir ce type d'interface à votre écran. Évidemment, il peut y avoir des particularités en fonction d'installations précédentes que j'ai pu effectuer sur mon appareil ou sur vos différents appareils et systèmes d'exploitation. Au départ, comme on l'a vu précédemment, il y a donc la barre de menu. Vous avez également les barres d'outils. Et puis la liste des couches dont on a parlé dans le volet théorique. Ensuite, l'affichage de la carte qui se trouve ici. Et puis enfin, la barre d'état tout juste au bas de la fenêtre. Si vous souhaitez utiliser le logiciel dans une langue autre que le français, vous pouvez cliquer sur le menu Préférences et à l'item Options. Vous y trouverez ici l'onglet Langue qui vous permet donc de forcer la nationalité du système et de diverger au fond de celui que vous utilisez actuellement sur votre appareil. Alors dans mon cas, c'est le système Canada-Français qui est en vigueur. Vous pouvez également nettoyer la barre de menu de manière à gagner de l'espace de travail. Donc il suffit de faire un clic droit à quelque part dans la barre de menu et à supprimer les outils que l'on ne va pas utiliser dans le cours de cette séance de formation. Alors ici, j'enlève la numérisation avancée et je pourrais également enlever les étiquettes que l'on va peu utiliser
Donc, je gagne de l'espace de travail. Enfin, dans le menu Vue, il y a l'item Panneaux et on voit bien que le seul panneau qui est actuellement disponible, c'est la liste des couches. Alors, ça me convient très bien de travailler comme ça. S'il y en a d'autres qui sont cochés à votre système, vous pouvez les décocher. Voilà qui termine déjà le premier point. Au second point de l'exposé, on vous demande d'ajouter 2 couches d'informations à votre carte. Alors, pour ce faire, vous pouvez utiliser le menu Couche, Ajouter une couche et Ajouter une couche vecteur. Alors, on vous offre ici le type d'encodage du fichier et on vous demande de spécifier UTF-8. Je parcours mon répertoire à l'ordinateur, toujours dans mon répertoire QGIS étudiant, exercice 1, projet 01, fichier géographique. Alors, je vais d'abord insérer Mali et région SHP, donc le shapefile. Je fais ouvrir, ouvrir, et voilà qu'apparaissent les régions du Mali. Je peux faire la même chose pour les cercles ou encore utiliser directement le bouton qui se trouve ici pour ajouter une nouvelle couche vecteur. Cette fois-ci, le logiciel par défaut m'offre le format UTF-8. À nouveau parcourir, le fichier des cercles, ouvrir, ouvrir, et voilà que s'ajoutent les cercles à l'écran. Une autre façon de faire pourrait être d'utiliser le navigateur Windows, simplement se rendre dans notre répertoire contenant les fichiers géographiques, et puis faire un glisser-déplacer du fichier shapefile vers la liste des couches. Alors, comme vous pouvez voir ici, ajouter une deuxième copie du fichier Mali et région. Alors pour l'instant, je n'ai pas besoin de cette deuxième copie, alors je vais simplement supprimer cette couche. Évidemment, ça ne détruit pas le fichier, ça ne fait que le supprimer du projet. On vous demande ensuite de jeter un coup d'œil à la table d'attributs de chacune de ces deux couches-là avec un clic droit de la souris. Et puis, vous pouvez donc le faire d'abord sur Mali Région. Vous avez ici la possibilité d'ouvrir la table d'attributs. Et on vous demande de noter sur une feuille ou un document à part le nombre d'entités considérées à ce moment-là. Donc, c'est très facile de le voir à l'écran. Vous avez ici 9 entités qui sont indiquées dans la barre de titre de cette fenêtre. Donc, vous venez de découvrir qu'il y a 9 régions au Mali en 2009. Une autre façon de le déterminer, c'est de parcourir la table et voir qu'il y a 8 enregistrements, mais il faut faire attention, il y a aussi un enregistrement qui porte la valeur 0, donc ce qui porte le total à 9 entités également. Si on observe un peu le contenu de cette table de données, on voit qu'il y a des champs d'information géographiques, entre autres la superficie ou encore la taille du polygone. Vous avez également le nom des divers polygones, des diverses régions, des codes d'identifiants et le fait que le tout se trouve au Mali. C'est à peu près ce qu'on peut dire, grosso modo, du contenu de cette table de données. Pour faire le même exercice au niveau des cercles, alors on découvre dès le départ qu'il y a 50 cercles, comme vous le voyez dans la barre de titre. Et puis, à nouveau, on observe les noms de chacun des cercles, et leur appartenance en fonction des diverses régions. Donc, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est la présence de caractères accentués. Donc, c'est un bon indicateur que la récupération de notre fichier s'est déroulée correctement. Si vous n'avez pas utilisé le format UTF-8, il se pourrait fort bien que les accents vous causent des ennuis. Alors, on va maintenant sauvegarder le projet. Alors, ici, vous avez le bouton qui fait une sauvegarde sous. Le logiciel devrait nous permettre d'enregistrer notre projet dans son état actuel.
Alors, je vais ici me rendre à l'endroit prévu, c'est-à-dire dans mon répertoire QGIS étudiant, dans exercice 1, projet 1, et je vais intituler ce document projet 01-étape pour E pour étape 02. Alors, vous pouvez nommer le fichier différemment si vous le souhaitez, mais on va quand même conserver l'incrémentation numérique pour nous aider dans le déroulement de l'exercice. Voilà qui complète la seconde étape. À la troisième étape, on vous demande de changer le système de coordonnées du projet. Alors, comme on l'a vu dans la portion théorique du cours, il est souvent préférable d'utiliser un système de coordonnées projeté plutôt qu'un système de coordonnées dit géographique. Alors, dans le menu Projet, vous pouvez utiliser ici la propriété du projet et on va activer la case Activer la projection à la volée. Ensuite, on vous demande d'effectuer une recherche avec les fameux UTM dont on a parlé également antérieurement. Donc, on vous demande d'inscrire UTM, zone 30N au nord, puisqu'il s'agit de l'hémisphère nord dans le cas du Mali. Et comme vous le voyez, le système déjà propose différents systèmes de coordonnées que l'on peut utiliser. Comme j'ai déjà fait l'exercice auparavant, il m'affiche ici l'un des systèmes que j'ai utilisé récemment et on vous demande de sélectionner le WGS 84 UTM zone 30. Alors, vous avez également le code géodétique Parameter Dataset qui est le 32630. Alors, je crois qu'il aurait été même possible de faire la recherche à partir de ces différents codes-là du système international. Mais pour le moment, on va simplement le sélectionner ici et puis faire OK. Avant, je vous invite à regarder à l'écran. Vous allez voir que la forme de certains polygones et l'orientation générale du Mali va légèrement se modifier à l'écran au moment où on va procéder à la modification. Donc, on clique à l'instant. Comme vous voyez, il y a eu ici comme un rapprochement. Ces polygones-là se sont déplacés légèrement vers le haut à l'écran et ceux-ci se sont déplacés légèrement vers la gauche. Donc, l'ensemble du Mali est maintenant projeté en fonction de cette projection UTM zone 30N. On vous demande ensuite de simplement sauvegarder le projet sous un nouveau nom puisqu'on a franchi une autre étape. Alors, je sélectionne le nom précédent et je vais simplement modifier la valeur 2 par la valeur 3, puis cliquer sur Enregistrer. Voilà qui termine la troisième étape. À la quatrième étape de l'exercice, on vous demande d'ajouter le fichier statistique CSV, donc qui contient les ratios enfants-femmes, évidemment, et de joindre ces informations statistiques à la couche Mali-Cercle. Alors, on va d'abord ajouter le fichier CSV en utilisant le bouton « Ajouter une couche de texte délimitée ». On va parcourir et à nouveau dans QGIS étudiant, exercice 1, projet 01, stats, on retrouve notre fichier CSV. On clique sur le bouton « Ouvrir ». On indique ici que le nom de la couche sera C du nom du fichier. Le codage est bien à UTF-8 qu'on l'a demandé au départ. Et évidemment, il faut utiliser ici les points-virgules puisque c'est le délimiteur utilisé dans le cadre de ce fichier. La première ligne contient évidemment des entêtes et on ne va pas demander de géométrie dans ce cas-là puisqu'il n'y a pas de coordonnées XY à même le fichier. Le logiciel vous présente également un bref aperçu de ce que cela va produire. Donc on peut faire OK et la couche statistique vient de s'ajouter à même notre projet.
On vous demande ensuite de faire soit un clic droit, comme on le fait à l'habitude, et d'ouvrir la table d'attributs. Il y a également une autre possibilité pour ouvrir la table d'attributs. En sélectionnant la couche en question, on peut utiliser le bouton qui se trouve juste ici, ouvrir la table d'attributs. Ça a le même effet que le bouton droit et l'utilisation du menu contextuel. Donc, dans cette table d'attributs, on est en mesure d'analyser brièvement un peu ce qui se trouve à même le fichier CSV. Donc, vous y retrouvez les variables telles qu'entrée et bon, on peut s'amuser à découvrir un peu ce dont il s'agit. Il y a d'abord un code numérique qui semble, et qui est sans doute celui des cercles. E04, alors ça pourrait être le nombre d'enfants 0,4 ans, par exemple, c'est le cas. Ici, le nombre de femmes de 15 à 49 ans, le premier ratio enfant-femme qui met en relation ces deux variables-là. Ensuite, le nombre de femmes mariées de 15 à 49 ans, ce qui nous permet d'obtenir un deuxième ratio enfant-femme, cette fois-ci chez les femmes mariées. Donc, on a toujours le même numérateur, les 0,4 ans, mais qui sont rapportés cette fois-ci sur le nombre de femmes mariées. Ensuite, l'appartenance des différents cercles dans les différentes régions et aussi deux classifications préliminaires des données que l'on a effectuées d'abord sur le champ des ratios enfants-femmes et sur celui des ratios enfants-femmes mariés. Donc, c'est simplement pour vous illustrer le fait que l'on peut travailler la discrétisation des données avant d'arriver dans le logiciel de cartographie. Combien y a-t-il d'entités? Eh bien, à nouveau, on observe qu'il y a 50 entités, ce qui est rassurant puisque notre intention est de joindre à cette table de données au fichier MaliCercle qui, lui également, contient 50 entités. On vous propose de vous assurer que les données sont bien présentes dans l'ensemble des situations. Donc, pour ce faire, vous pourriez double-cliquer sur une en-tête de colonne. Vous voyez que le tri s'opère et qu'on a ici une première valeur pour le cercle de Bamako, par exemple, une valeur qui est de 0,558 ou 0,558 si vous voulez. Et au bas du tableau, si on utilise l'ascenseur, on voit que la valeur maximale est à blanc à 0,973. Il n'y a pas de valeur nulle, donc ce qui est rassurant au départ. On peut faire le même travail ici pour les ratios enfants-femmes chez les femmes mariées et observer à nouveau qu'il y a bien des valeurs dans l'ensemble des données statistiques qui nous intéressent principalement. C'est à l'étape 4.4 de la procédure où la magie opère vraiment. Alors, comme on vous le demande, vous allez maintenant joindre la table de données à la couche de polygone Mali-Cercle. Alors, pour ce faire, vous sélectionnez Mali-Cercle et avec un bouton droit, vous avez les propriétés de la couche. À l'intérieur de celle-ci, vous pouvez sélectionner l'onglet ou l'item Jointure. Et avec le bouton plus ici, on va donc spécifier le type de jointure que l'on veut effectuer. Alors, on va évidemment joindre notre couche MaliCercle à la couche C, qui est notre fichier CSV. Ensuite, on va spécifier que c'est via le champ code du fichier CSV que l'on va utiliser pour la jointure et du côté du fichier géographique, on va utiliser ID 2. On fait un premier OK, ensuite OK, et on va maintenant valider le résultat de cette opération. À nouveau, on va utiliser la table d'attributs de la couche MaliCercle, et cette fois-ci, on va découvrir qu'il y a beaucoup plus de champs qu'il n'y en avait à l'origine dans ce fichier. À l'origine, on se rappelle que le dernier champ d'information était name2 et maintenant, il y a de nouvelles valeurs qui se sont ajoutées, entre autres C-cercle, C-E04, etc. Donc, qui sont ici l'ensemble des valeurs qui étaient disponibles à même le fichier CSV. Vous remarquez également que l'ensemble des champs ont été précédés de la valeur C-souligné. Alors, le logiciel a procédé ainsi de manière automatique et c'est pourquoi
On avait inscrit tout à l'heure simplement la lettre C comme nom du fichier, ce qui fait que les noms des variables demeurent quand même tout à fait courts et faciles à lire et interpréter. À nouveau, on va s'assurer qu'on a bien les principales données qui nous intéressent et que la jointure n'a pas créé de problème à ce niveau-là. Donc ici, pour mes ratios enfant-femme, j'ai bien une donnée pour chacune des valeurs. Je pourrais le faire également à nouveau pour les ratios enfants-femmes mariés, qui sont les résultats statistiques sur lesquels on s'intéresse davantage. Et à nouveau, je n'observe pas de valeur nulle. J'ai bien mes 50 entités, donc je suis satisfait de cette jointure. Et pour le moment, je vais simplement sauvegarder à nouveau le projet en indiquant que nous avons complété l'étape 4. Alors, je sélectionne l'ancien nom, modifie la valeur 3 pour 4 et j'enregistre. À la 5e étape, on vous demande simplement d'exporter le résultat de la jointure en un nouveau fichier shapefile. Alors pour ce faire, vous sélectionnez la couche Mali Cercle, faites un bouton droit et vous avez ici la possibilité d'enregistrer sous ou sauvegarder sous. Le format est bien S3 Shapefile, donc ça convient. Vous devez trouver un endroit où enregistrer le fichier. Alors, en fonction de l'arborescence dont on a discuté précédemment, on va loger le fichier dans exercice 1, projet 01, fichier géographique. Alors, ça semble tout à fait approprié. Et cette fois-ci, on va le nommer Mali Cercle. On va lui ajouter le terme data pour montrer qu'on a ajouté nos données au fichier cercle original. On laisse les autres fonctions comme elles sont. Voilà, le logiciel nous indique que le document a bien été sauvegardé et par défaut, il a ajouté déjà cette nouvelle couche d'information à notre projet. On retrouve ici Mali Cercle Data. Alors, comme on a cette couche d'information-là nouvelle, on va aller vérifier son contenu à nouveau via la table d'attributs. Alors, tout semble parfait. On y retrouve les valeurs que l'on a ajoutées initialement à notre table géographique. Donc, puisqu'on est satisfait du résultat, on va maintenant supprimer deux couches d'informations qui ne sont plus requises dans le cadre du projet, puisque Mali Cercle ne contient pas les données et nos données du fichier CSV ne sont plus nécessaires puisqu'elles sont déjà incluses en même Mali Cercle Data. Donc, on peut sélectionner les deux couches à la fois et utiliser ici le bouton supprimer la couche ou le groupe. Voilà que le système nous dit qu'il va supprimer deux entrées de la légende. Alors, on se rappelle que dans QGIS, le logiciel nomme cette portion-là de la fenêtre légende, ce que nous, on a préféré appeler liste des couches. Mais voilà qu'on va simplement répondre OK. À nouveau, ça ne détruit pas les fichiers physiquement sur l'ordinateur, mais simplement, ça les supprime du projet en question. On va maintenant sauvegarder à nouveau, puisque l'on a atteint une autre étape du processus. Voilà qui complète l'étape 5. On a vu dans la portion théorique de ce cours que l'une des particularités des systèmes d'information géographique est leur capacité à superposer les entités géographiques. Alors, on va maintenant bénéficier de cette capacité-là en symbolisant différemment la couche Mali et région dans un premier temps. Alors, avec un clic droit sur la couche, on peut sélectionner l'item Propriétés et puis l'onglet Style. On va sélectionner ici le remplissage simple et on va apporter des modifications en indiquant au logiciel que l'on ne veut pas un remplissage simple de la couche, mais plutôt utiliser simplement une représentation avec une bordure ligne simple.
Alors, on voit ici le changement qui a été opéré déjà par le logiciel. Maintenant, on vous demande également de modifier la couleur. Alors, au lieu d'utiliser la couleur noire, on va utiliser une couleur de gris foncé. Alors, on voit ici que le logiciel montre la couleur qui était le noir initialement et puis le gris foncé que l'on s'apprête à appliquer. Alors, on peut obtenir des gris plus pâles, mais pour l'instant, on va y aller avec un gris un peu plus foncé. Alors, on clique sur OK. OK. Alors, on n'a pas vu ce qui s'est passé à l'écran puisque notre couche Mali Cercle Data, qui elle est représentée toujours avec un remplissage, se trouve au-dessus de Mali Région. Alors, on va glisser, déplacer cette couche sous Mali Région et on voit maintenant apparaître en traits grisés un peu plus épais les valeurs des régions. Au fond, pour obtenir une meilleure ligne, on pourrait également ajouter ici un trait plus épais. C'est ce qu'on demandait au point 6. Si on applique cette modification-là, il est facile de voir le tracé des régions se superposer au tracé des différents cercles. Alors, on a réalisé l'étape 6 et il suffit donc d'enregistrer à nouveau notre document en incrémentant la valeur, comme on le fait habituellement. Voilà pour la 6e étape. À la 7e étape, nous allons maintenant symboliser la couche Mali Cercle Data. Et cette fois-ci, en utilisant évidemment les données statistiques que l'on a jointes initialement à la couche Mali Cercle. Donc, à nouveau, on clique droit, propriété. À l'onglet Style, on va demander non plus un symbole unique, comme c'est le cas actuellement, mais plutôt un style gradué. On va spécifier ici la colonne qui nous intéresse, donc le premier ratio enfant-femme, CREF. On va limiter la précision à 3 valeurs. Et puis, on va indiquer que l'on veut bien 5 classes. Alors, ça semble satisfaisant au départ. La méthode de classement que l'on suggère pour ce premier exercice, ce sont les jolies ruptures. Alors, le logiciel va tenter de donner des points de limite de classe qui sont faciles à interpréter. Et puis, on vous demande également d'utiliser les couleurs green, au fond, les différents tons de vert. Alors, on voit tout de suite les changements qui sont opérés par le logiciel. Il y a également, depuis la version 10, tout nouvellement, l'onglet histogramme ici, qui nous permet d'apprécier comment vont être distribuées les données à l'intérieur des classes. Voilà, alors si on est satisfait, on peut évidemment passer à l'étape suivante. Ici, on vous demande de préciser une modification au niveau du symbole. Alors, à nouveau, on clique sur l'aperçu, remplissage simple, et on va s'assurer que la bordure de chacun de nos cercles ne soit pas noire, mais plutôt d'un gris plutôt pâle. Voilà. On applique cette modification, et donc chacun des carrés ici de la légende montre que le contour des polygones ne sera plus noir foncé, mais plutôt d'un gris plutôt pâle. On applique la modification et on voit tout de suite le changement qui est opéré à même la carte. On va également ajouter le décompte des entités. Souvent, c'est important de voir un peu comment se distribuent les valeurs à l'aide de la carte thématique que l'on a réalisée. Donc ici, on peut cocher « Montrer le décompte des entités ». Et comme vous le voyez à l'écran, on voit très bien que la première catégorie ne contient qu'un seul cercle. Au fond, c'est la valeur Bamako, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est la valeur la plus faible en ratio enfant-femme.
Ensuite, dans la deuxième catégorie, il n'y a à nouveau qu'un seul cercle. Dans la troisième catégorie, 7 cercles, 21 et 20. Alors, au total, on obtient bien nos 50 entités telles qu'on le voit ici à l'intérieur du nom de la couche en question. Donc, on peut valider simplement que la sommation donne bien 50, ce qui est le cas ici. Donc, c'est satisfaisant du point de vue de la représentation. On va à nouveau sauvegarder puisque on a complété déjà l'étape 7. Voilà pour l'incrémentation en valeur. Et on poursuit à l'instant avec la 8e étape. Pour afficher le nom des régions, il suffit simplement de sélectionner la couche Mali Région, à nouveau faire un clic droit, revoir la propriété de cette couche. Cette fois-ci, on va utiliser l'onglet Étiquette. On va simplement demander d'étiqueter cette couche avec, donc il faut indiquer un champ. Dans le cas présent, on va utiliser le champ Name1. Ensuite, on va modifier différentes options concernant le texte. Alors, on pourrait changer la police si on souhaite, utiliser par exemple une police classique comme Arial, et puis indiquer une taille à 12 points. On peut également préciser qu'on souhaite avoir des caractères avec un style gras. Et puis préciser une zone tampon d'1 mm avec la couleur blanc, ça nous va comme ça. Donc ça devrait donner un effet intéressant. Voyons voir ce que ça donne à l'écran. Alors vous observez que le nom des régions s'affiche maintenant. Une particularité ici, Bamako, alors l'étiquette se trouve à écraser l'ensemble du polygone. Alors on ne voit plus vraiment le polygone de Bamako, c'est un peu décevant. Alors on pourrait modifier l'emplacement des étiquettes. Alors, on revient à nouveau dans l'onglet étiquette. Il y a ici un item emplacement. On pourrait souhaiter que les étiquettes s'affichent non pas sur le centroïde du polygone comme tel, mais juste au-dessus. Donc, à tout le moins pour Bamako, ça devrait nous permettre d'apprécier un peu mieux la valeur. Mais il y a plusieurs autres possibilités que vous pourrez explorer si vous le souhaitez. Donc, on voit ici la modification qui est apparue. On voit maintenant un peu du polygone de Bamako. Ce n'est pas parfait, mais c'est à tout le moins un peu mieux que la situation précédente. À nouveau, on indique simplement que l'étape 8 est bien complétée. Nous amorçons la seconde grande section de l'exercice 1, c'est-à-dire la mise en page de la carte. Alors, en vue de partager le résultat que l'on a produit ou encore imprimer la carte, vous pouvez également l'enregistrer en format image et l'intégrer à même un rapport de recherche, par exemple. Donc, au point 9, on vous demande de créer un nouveau composeur d'impression à partir du menu Projet. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Projet, nouveau composeur d'impression. Et on vous demande de le nommer REF pour ratio enfant-femme. Voilà que s'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors, on va lui donner la taille totale de l'écran. Ensuite, dans l'onglet Composition, dans la partie droite de la fenêtre, on va indiquer au logiciel que l'on souhaite un format de papier A4 ou encore vous pourriez utiliser lettres ici au Canada ou en Amérique. Et puis le format paysage, alors ça semble déjà bien configuré dans notre cas. Il est possible de modifier à tout moment le zoom avec lequel on travaille. Donc vous pouvez entrer ici une valeur, par exemple à 80%,
Je fais Enter et puis on voit tout de suite le fenêtrage qui s'ajuste en conséquence. Donc ça peut être pratique de temps à autre de faire varier le niveau de zoom à cette échelle-là. On vous demande ensuite tout simplement de sauvegarder votre projet à cette étape-ci. Et une particularité, si jamais vous utilisez le bouton ici, sauvegarder sous ou enregistrer le modèle, comme vous voyez à l'aide du texte qui apparaît à l'écran, alors vous obtiendrez quelque chose de complètement différent de ce à quoi on est habitué d'enregistrer notre projet. Donc, je vous invite à ne pas utiliser ce bouton-là. Il faut nécessairement retourner à la fenêtre principale du logiciel QGIS et à nouveau utiliser le bouton Enregistrer sous comme on le fait à l'habitude. Cette fois-ci, on va enregistrer le fichier à l'étape 9 complétée. Voilà pour cette étape. À l'étape 10, on vous demande de poursuivre l'édition de la mise en page de la carte. Alors pour ce faire, vous devez donc retourner au composeur. Et à ce moment-ci, on va ajouter la carte comme telle à même le composeur d'impression. Donc on peut utiliser le bouton ici « Ajouter une nouvelle carte ». Je vais simplement cliquer une première fois au haut de la page et puis tracer un rectangle comme ceci en utilisant à peu près le maximum de l'espace disponible. Ensuite, dans les propriétés de l'objet, je vais demander à ce que l'emprise de la carte concerne l'ensemble de l'étendue disponible à même le logiciel QGIS. Donc, en fixant sur l'emprise courante, puisque on voit l'ensemble du Mali dans la carte ici, alors ça nous permet d'avoir le même rendu à l'écran dans le composeur. Il est possible de déplacer le Mali à l'intérieur du cadre que l'on vient de dessiner. Alors, il y a un outil spécifique pour ce faire. C'est ici déplacer le contenu de l'objet. Vous voyez, c'est un peu comme la main dans différents logiciels. Alors, on peut déplacer de gauche à droite et de haut en bas le Mali. Alors, admettons que je ne souhaite pas nécessairement centrer le pays à l'intérieur du cadre, je peux le déplacer un peu plus à la droite, comme ceci. Évidemment, on vous recommande d'utiliser à nouveau le bouton général pour la sélection des objets, puisque si vous conservez celui-ci et puis vous accrochez un élément dans la page, vous allez voir que les éléments vont se déplacer et ce n'est pas toujours ce que l'on souhaite. Alors, c'est préférable de sélectionner à nouveau le bouton de sélection. On vous demande ensuite simplement de sauvegarder puisque on a déjà atteint l'étape 10. Voilà. On procède à la sauvegarde habituelle. À la 11e étape, nous allons maintenant insérer un titre dans notre composition. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser le menu Mise en page, ajouter une étiquette, ou encore on aurait pu utiliser le bouton qui se trouve juste ici en haut. Alors je fais un clic à l'endroit prévu. On voit que le texte est petit. Alors je vais simplement modifier ici les propriétés principales de cet objet en inscrivant le titre qui m'intéresse davantage. Donc, par exemple, ratio enfant-femme. Et on pourrait inscrire évidemment que c'est par cercle, toujours au Mali, selon le recensement général de la population et de l'habitat en 2009. Alors, on vous a dit que c'est important souvent de mentionner l'endroit et également la date dans les titres, comme on l'a vu précédemment. Si je souhaite que cette information-là se retrouve sur la seconde ligne, alors je peux insérer un retour de chariot ou la touche Enter
ici, et puis ça va me permettre de centrer le titre sur 2 lignes. Donc, justement, dans Apparence, il y a la possibilité ici, dans l'alignement horizontal, par exemple, de demander à ce qu'on puisse utiliser le texte centré. On peut également en profiter pour modifier la taille de la police. Par exemple, on pourrait utiliser ici en 14 points un caractère gras. Et je vais maintenant agrandir simplement la zone pour voir le résultat. Donc, j'ai un titre ici qui est significatif par rapport aux travaux que l'on a réalisés jusqu'à maintenant. Et ça nous permet d'enregistrer le projet avec l'étape 11 complétée. À la 12e étape, on vous demande d'ajouter une échelle graphique. Alors, pour ce faire, on va utiliser le bouton qui se trouve ici et on peut cliquer au bas à droite de la carte. Alors, voilà une première échelle graphique qui apparaît. On vous demande ensuite de réduire un peu la taille de cette échelle en supprimant les valeurs qui se trouvent à gauche. Donc 0 à 250 ici vont disparaître. Et on vous propose d'utiliser seulement 2 segments à la droite plutôt que 4 segments. Alors on obtient maintenant ici une échelle graduée de 0 à 500 km. Il est souvent utile de vérifier l'authenticité ou la valeur de cette échelle graphique pour s'assurer que le tout est conforme. Alors, une façon de faire pourrait être de simplement glisser l'échelle graphique à l'intérieur de la carte dans des zones qui sont facilement repérables. Donc ici, si j'utilise le coin qui se trouve juste ici, j'observe que 500 km me donne une distance approximative de cet ordre. Ensuite, on peut aller valider qu'il y a bien une distance de 500 km entre ces deux points, entre autres en utilisant par exemple Google Maps, qui est une source assez fiable de ce point de vue-là. J'ai également téléchargé un petit utilitaire qui s'appelle G-Roller, qui me permet de prendre des mesures à l'écran, mais vous pourriez le faire avec une règle manuellement si vous le souhaitez. Alors, je vois ici l'échelle graphique offerte par Google Maps au bas de l'image et on peut mesurer que 100 km, ça correspond à peu près à 90 pixels. Donc, si je rapporte cette règle à peu près au même endroit que je l'ai fait par exemple dans QGIS et par simple règle de 3, on sait que 90 pixels équivalent donc à 100 km dans la carte de Google Maps, ce qui veut dire que 450 pixels correspondent à 500 km. Donc, j'ai ajusté la taille ici de ma règle à approximativement 450 pixels et j'observe que à partir du même point donné, je me trouve tout juste au-dessus de la réserve du Sahel au Burkina Faso, approximativement ici. Et comme vous pourrez le constater, c'est également ce que j'observe à l'intérieur de ma carte dans QGIS. Donc, on peut être satisfait de l'échelle à ce moment-là. Simplement un petit truc là, pour vous aider à valider ces informations-là avant de les publier. Donc, on aurait déjà complété l'étape 12. À nouveau, on revient à la fenêtre originale et on enregistre comme à l'habitude. Voilà donc qui complète la 12e étape. À la 13e étape, on vous demande d'ajouter une légende à votre composition et de disposer cet objet à gauche un peu sous le titre. Alors, on va utiliser ici le bouton « Ajouter une légende » et on clique simplement à gauche
à proximité du titre. Vous pouvez déplacer légèrement la légende comme ceci. On vous demande également de supprimer le titre, puisque le titre légende n'apporte pas grand-chose en soi. On peut également enlever la mise à jour automatique, ce qui va nous permettre ici de déplacer la couche Mali-Région et de la rendre disponible, mais sous les informations concernant les cercles. On peut également choisir d'éditer les diverses informations. Par exemple, ici, on pourrait modifier le titre en indiquant qu'il s'agit simplement des cercles. Même chose pour la couche Mali-Région, que l'on pourrait choisir de renommer Région en utilisant cette fois-ci l'accent. Voilà, alors ça nous donne quelque chose du genre. On pourrait aussi éditer les valeurs numériques si on souhaite modifier les arrondissements ou remplacer par exemple les points par des virgules. Ce type de choses serait possible également. Alors, ça nous permet d'avoir maintenant une légende qui est appropriée. Bon, pour donner un peu plus d'esthétique à tout ça, on pourrait également choisir d'ajouter un cadre et de le laisser en noir avec une dimension, une épaisseur à 0,3 apparaît suffisant. Et on pourrait faire la même chose maintenant pour l'ensemble de notre carte. Alors, il s'agit simplement de cliquer à nouveau sur le cadre de la carte et d'ajouter cette fois-ci peut-être un peu d'épaisseur au trait afin de bien distinguer le contour de la carte du contour de la légende. Alors voilà qui termine le 13e point. À nouveau, on va sauvegarder en version 13. À la 14e étape, on vous demande d'exporter le résultat de votre composition en fichier image au format JPEG. Alors, il y a un bouton dédié pour ce type d'opération. On va simplement demander au logiciel de produire le fichier en question et évidemment, on va le loger dans le répertoire QGIS étudiant exercice 1, projet 01 et dans le répertoire produit puisqu'il s'agit de notre production du jour. Vous pouvez nommer le fichier comme vous le souhaitez. On pourrait l'appeler REF pour ratio enfant-femme. Tout simplement, on fait enregistrer. Maintenant, vous pouvez démarrer le logiciel Microsoft Word, par exemple, et simplement demander l'insertion de cette image à l'intérieur de votre texte ou votre rapport de recherche. On va aller récupérer l'image à nouveau dans le répertoire produit. Voici l'image que l'on vient de créer. On fait simplement une insertion et voilà que le résultat apparaît. Donc, il ne reste plus qu'à vous féliciter d'avoir passé à travers ces diverses étapes. Vous avez donc réussi à effectuer la démarche générale de production d'une carte. Pour ceux qui le désirent, nous allons poursuivre avec des exercices plus facultatifs à partir de l'étape 15 qui suit à l'instant. À la 15e étape, on vous offre la possibilité d'ajouter une image à votre composition. Alors, ça pourrait être, par exemple, une flèche marquant la position du nord. Donc, avec ce bouton, pour ajouter une image, cliquez simplement dans le composeur où vous souhaitez ajouter l'image. Vous pouvez également tracer une forme rectangulaire pour indiquer où vous souhaitez obtenir l'image. Maintenant, ici, il y a l'option « Rechercher dans les répertoires ». Donc, vous cliquez sur ce bouton et après quelques secondes, le logiciel devrait vous offrir différents icônes. À l'intérieur de ceux-ci, vous allez voir différents items correspondant à une flèche du nord. Donc, je sélectionne ici un exemple. Je peux réduire la taille
du carré en question. Et voilà, ma flèche du nord est ajoutée. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder en version 15. À la 16e étape, nous allons maintenant dupliquer ce composeur de cartes afin de créer une deuxième composition assez différente. Donc, à l'aide du menu Projet, vous allez trouver le gestionnaire de composition. Il y a donc la possibilité de sélectionner ce premier composeur et de le dupliquer. Cette fois-ci, on va le nommer Ref2. Voilà. Alors, j'ai maintenant ce nouveau composeur qui, pour l'instant, est identique au premier. De temps à autre, si vous avez des difficultés d'affichage, vous voyez ici que les caractères et les traits sont moins jolis qu'à l'habitude. Vous pouvez simplement rafraîchir et le tout apparaît maintenant de manière beaucoup plus nette. Maintenant, on va modifier l'affichage de cette carte-ci de manière à afficher principalement les cercles qui se trouvent au sud du Mali. Donc, on revient à notre carte. On va utiliser l'outil de zoom. Faire une sélection de ce type-ci. Alors, pour le moment, ça semble satisfaisant. Je retourne à mon second concept, fixé sur l'emprise de la carte courante. Alors, on voit bien ici la modification que ça produit. Pour l'instant, on ne voit plus très bien la flèche du nord, alors je vais la déplacer. Je vais également déplacer légèrement le titre. Je vais déplacer la légende. Et puis déplacer également l'échelle graphique. Je pourrais également, comme on l'a vu tout à l'heure, utiliser l'outil pour déplacer le contenu à l'intérieur du cadre. Donc, cette représentation-là pourrait être très satisfaisante du point de vue des cercles du sud du Mali. Une fois que l'on est satisfait de la disposition des divers éléments, alors on peut s'assurer que ceux-ci ne seront pas modifiés au fil du temps. Donc, avec l'onglet éléments, on peut simplement ici cocher pour verrouiller la carte 0. Donc, normalement, la carte comme telle ne va pas être modifiée au fil des prochaines étapes. Nous allons maintenant ajouter une seconde carte à notre concept de composition de cartes. Alors, on utilise à nouveau le bouton Ajouter une carte. On trace le carré. Cette fois-ci, on va indiquer au logiciel qu'il s'agit d'un aperçu. Alors, il suffit de cliquer sur le bouton plus et d'inscrire qu'il s'agit ici, dans le cadre de la carte, que l'on souhaite obtenir la carte 0. Alors, vous voyez, il a ajouté une zone marquant la zone agrandie que l'on retrouve dans notre concept. Donc, on voit que la disposition n'est pas parfaite. Pour améliorer cette disposition, on peut utiliser ici l'échelle de la carte. Alors, on va d'abord faire des essais-erreurs sur les deux premières positions de la valeur de l'échelle. Admettons que je remplace 30 par 20. On voit tout de suite l'effet. Je peux utiliser le bouton de déplacement à l'intérieur du cadre pour voir si je vois bien l'ensemble du Mali. Alors, dans le cas présent, ça pourrait être satisfaisant. Et évidemment, l'échelle graphique ici serait tout à fait différente de celle de la vue agrandie. Alors, je pourrais ajouter une seconde échelle graphique. À nouveau, je peux faire abstraction des premiers segments qui se trouvent à gauche et réduire à 2 segments complets. On voit ici que c'est difficile de lire l'ensemble de cette échelle, donc on peut utiliser non pas la largeur fixe, mais plutôt une largeur ajustée en fonction de deux paramètres, donc la taille minimale et maximale. Admettons que j'inscris 20 mm en taille minimale et 30 mm en taille maximale.
On voit ici le rafraîchissement de l'échelle. J'ai donc des valeurs variant de 0 à 400 km et ça me semble bien logique dans les circonstances. Je pourrais donc utiliser ces valeurs-là dans le concept actuel. Ici, il serait peut-être préférable d'ajouter un cadre. Donc, on descend simplement les propriétés et on ajoute un cadre. Ainsi, on obtient deux vues du Mali. D'abord, une vue générale, donc représentée à petite échelle, et une vue agrandie pour les cercles du sud du Mali, ce qui forme une carte à grande échelle, comme on l'a vu précédemment dans le cours théorique avec la notion d'échelle. Donc, petite et grande échelle, c'est une belle façon ici d'appliquer le principe qu'on a vu antérieurement. Admettons que vous n'aimez pas ou vous souhaitez ne pas afficher les étiquettes pour les régions à l'intérieur de la vue complète du Mali. Alors, il y a deux façons de faire. Vous pouvez retourner simplement ici dans votre carte et demander à ne pas afficher les régions du Mali, puis revenir à nouveau à votre composeur 2 et au besoin demander un rafraîchissement de la carte avec la mise à jour de l'aperçu. On voit très bien ici que les étiquettes ont disparu. Maintenant, les limites des régions ont également disparu. Alors, si vous souhaitez afficher les limites des régions sans afficher les noms, il y a une possibilité. Vous pourriez dupliquer la couche Mali Région. Avec le bouton droit, vous inscrivez Dupliquer. Et à partir de cette copie, on va voir les propriétés. Bon, on peut d'abord la renommer en indiquant que c'est notre copie numéro 2. Cette fois-ci, on va choisir de ne pas étiqueter cette couche. On fait OK. Et on va s'assurer que la couche est bien affichée à l'écran. Donc, on voit réapparaître les limites sans les noms. On retourne à nouveau dans notre concept cartographique et on fait une mise à jour de cet aperçu. On voit très bien maintenant les limites sans les noms. On pourrait évidemment exporter cette image-là puisque ça semble être un résultat satisfaisant. Donc, on peut exporter à nouveau en format image. Il y a différents types de formats. Admettons qu'on utilise à nouveau le format JPEG. On pourrait intituler ce fichier REF2 puisque c'est la deuxième version de notre ratio enfant-femme. Voilà qui complète le point 16 de l'exercice. Nous voici à la 17e et dernière étape de cet exercice portant sur spécifiquement le mode de classification des données. Alors, revoyons d'abord le choix que l'on a opéré au départ pour la couche Mali Cercle Data. Alors, si on revient aux propriétés de cette couche et que l'on observe le type de classification que nous avons opéré, alors il s'agissait des jolies ruptures et on avait demandé 5 classes. Alors, tout ça a le mérite de présenter les données d'une manière très simple à communiquer aux usagers. Au fond, dès que l'on passe d'une décimale à une autre, on change de catégorie. Alors, c'est vraiment un peu la légende de la carte qui se trouve à gérer l'ensemble de la communication et du rendu cartographique. Au niveau de l'onglet histogramme, voici ce que le logiciel est en mesure de nous montrer sur cette distribution. Alors, vous pouvez cliquer sur le bouton « Charger les valeurs uniques » et on voit tout de suite les points de rupture fournis par le logiciel. On voit très bien l'isolement du cercle de Bamako par rapport aux autres valeurs. Ça nous permet donc d'apprécier d'un seul coup d'œil la forme de la distribution. Vous pouvez également ajouter la valeur moyenne, donc, qui vient d'apparaître juste ici, et également le premier écart type
Alors, j'imagine qu'entre les deux bornes ici, on retrouve donc 68% des valeurs. Au premier coup d'œil, je ne crois pas qu'on peut qualifier cette distribution-là d'uniforme. Elle est sans doute légèrement asymétrique. Elle n'est sans doute pas typiquement normale. Au fond, sans doute, le moyen de la qualifier le plus simplement, c'est de dire qu'on observe nécessairement des discontinuités à l'intérieur de la distribution, un peu comme on l'a vu au moment de la théorie présentée antérieurement. Pour le moment, on va s'arrêter ici et on va utiliser un autre mode de présentation de cette donnée pour en apprendre encore davantage sur cette distribution. À partir du chiffrier Cercle Data Analyse Classement que nous avons rendu disponible à l'intérieur de votre répertoire exercice 01 Originaux Stats, nous avons préparé divers éléments qui, j'espère, pourront vous en apprendre davantage sur la distribution des données du ratio enfant-femme au Mali par cercle. Alors, d'abord ici, l'ensemble de la matrice est trié en fonction de cette valeur du ratio enfant-femme en ordre croissant. Ensuite, on a placé ici à l'intérieur diverses couleurs pour nous rappeler comment ont été distribuées nos données à partir du mode jolie rupture. Donc, vous avez bien ici Bamako en une seule entité, suivi de Thessalite, encore une seule entité pour la deuxième catégorie, c'est déjà connu, et les 7 cercles suivants, ensuite les 21 et 20 derniers cercles dans la dernière catégorie. On a également calculé la moyenne et la médiane, ce qui vous permet d'un premier coup d'œil d'apprécier que les deux sont très semblables. Enfin, on a également créé un nuage de points qui représente les fameuses valeurs du ratio enfant-femme selon le tri croissant et l'ordre dans lequel ils apparaissent. Donc, on voit très bien à nouveau comment Bamako est isolé du reste du groupe. Et on voit que la tendance générale pourrait ressembler à une distribution normale, mais ici, on aurait besoin peut-être que les données montrent un peu plus haut. Donc, si on avait obtenu une forme vraiment en S, si on peut dire, un peu comme on l'a vu là, dans le document sur les Nations Unies, on pourrait parler d'une distribution normale, mais dans le cas présent, on observe aussi quelques discontinuités à l'intérieur de la courbe. Et à nouveau, c'est pourquoi on pourrait faire un nouvel essai avec le mode de classification des seuils naturels de Jenks et c'est ce que l'on va faire à l'instant. Alors nous revoici dans QGIS, c'est toujours dans la propriété de la couche Mali Cercle Data. Cette fois-ci, j'ai affiché maintenant 50 barres d'histogrammes plutôt que les 30 initialement fournis par le logiciel. Alors ça nous permet de mieux apprécier la forme de la distribution à nouveau. Et au passage, vous pourriez décider d'ajouter vous-même différentes valeurs. Par exemple, si je clique ici, le logiciel va tout de suite s'ajuster et noter le changement que j'ai opéré à l'intérieur de la distribution. On peut également déplacer les valeurs qui sont fournies initialement par le logiciel en fonction de divers critères et puis observer le résultat. Alors, dans le cas présent, j'ai toujours Bamako qui est tout seul dans la première catégorie, ensuite Thessalite qui est seul à nouveau dans la seconde. J'ai encore mes 7 cercles dans la troisième catégorie, mais j'ai maintenant séparé ici les derniers groupes de la manière suivante en 18 cercles appartiennent à cette catégorie-ci, 18 à la suivante, et il n'y en a plus que 5 dans la catégorie supérieure. Donc, vous voyez tout de suite la différence que ça provoque au niveau de la carte. Peut-être un résultat statistique un peu plus fin de ce point de vue-là. Évidemment, vous pouvez faire divers essais et erreurs là-dessus. Pour terminer, on va simplement essayer la catégorisation en rupture naturelle, Jenks. On va à nouveau demander 5 catégories pour respecter un peu l'esprit initial. Alors,
pouvez observer que les valeurs seront un peu plus difficiles à mentionner à nos lecteurs. Si on affiche les valeurs, eh bien, on observe comment le logiciel, cette fois-ci, va marquer les points de rupture dans la distribution. À nouveau, je vais inscrire ici 50 pour faciliter notre lecture. Et puis, on va simplement appliquer le changement. Voici maintenant ce que le logiciel nous offre avec 5 catégories et la méthode de classement Jenks. À savoir quelle est la meilleure carte, eh bien, tout ça fait l'objet de discussions et je vous invite à réfléchir vous-même à ce qui vous semble le plus adéquat et à faire toutes sortes d'autres manipulations ou essais afin d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Là-dessus, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.